faire un débat commodities, mais on a essayé de réduire les commodities parce qu'à chaque fois, souvent, d'ailleurs, on a rarement le temps de toutes les faire, donc on a préféré se concentrer sur l'or, mais l'or jaune, l'or comme vous le connaissez, et l'or noir, le pétrole. Alors, j'ai convié à ce débat et essayer de réfléchir quelle stratégie on pouvait jouer sur l'or jaune et l'or noir. J'ai convié à la fois David Furcage de HighWave 360, en anglais c'est HighWave 3060. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, HighWave a aussi une configuration graphique. D'accord. Avec en fait un chandelier. Un chandelier, voilà, avec un corps très petit et des ombres très larges. Et HighWave signifie aussi, en fait, le marché sont des ondes. Et ce qu'on cherche à faire, en tout cas chez HighWave, c'est avoir une vision qui est au-dessus de celle, qui un peu va au-dessus de ce qu'on pense connaître habituellement. Attends, on va te donner la main tout de suite. On dit quoi? HighWave 360, 1360, ça se dit en anglais. Oui, non, mais tu peux le dire en français. On peut le dire aussi. HighWave 360, voilà, très pratique. Et Philippe Ken, que vous connaissez très bien, qu'on a interviewé, qui a fait conférence également et qui a sa propre méthode à TDMF. Donc on va essayer un peu, et moi-même, donc vous présenter un peu ce qu'on pense de ces différents éléments, de l'or jaune et de l'or noir, le pétrole. Alors moi sur le pétrole j'ai choisi le Brent, je ne sais pas si tout le monde a pris la même chose, toi aussi David? Oui, tout à fait. D'accord, et par contre Philippe, tu as choisi le crude oil. D'accord, bon on verra, on essaiera d'en discuter, on verra les différences, c'est intéressant. Alors, on va commencer, présente un peu HighWave 360, qu'est-ce que c'est David? Alors, HighWave 360 est un logiciel d'aide à la décision qui donne en fait une vision globale des marchés financiers, sur le marché donc des actions, du Forex et très prochainement sur les taux d'intérêt. Il permet en fait de comprendre l'action des investisseurs institutionnels pour se positionner sur les bonnes opportunités, c'est-à-dire celles en fait sur lesquelles évidemment les investisseurs institutionnels eux-mêmes se positionnent. Voilà, on essaie d'extraire en fait nos utilisateurs d'une vision, je dirais pas simpliste parce que ça serait un peu péjoratif, mais d'une vision simple qui consiste en fait pour la plupart d'entre nous, ce qui est normal, à se positionner sur des types qu'on aime ou qu'on connaît bien. En fait, on essaie dans HighWave 360 d'extraire l'utilisateur de cette vision qui consiste à regarder les graphiques qu'on aime bien, Renault, Peugeot, Alcatel, etc., pour essayer de comprendre en fait ce que font les investisseurs institutionnels et aller dans leur sens. Peut-être qu'ils ne font pas de l'Alcatel du Renault, ils s'en désintéressent, mais comme on l'a vu tout à l'heure, dans la petite conférence pour ceux qui étaient là, ils s'intéressent beaucoup au secteur, par exemple, récemment, de l'assurance et à certains types de l'assurance. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est essayer de faire comme eux pour augmenter notre probabilité de succès et notre assurance en risque. Le cas échéant, on a une vision simple ou simpliste de ce qui se passe réellement sur les marchés financiers. D'accord, mais alors sur HighWave 360 on peut le trouver, j'ai essayé de me connecter mais j'arrive pas là, visiblement. Qu'est-ce que je veux dire, HighWave 360 c'est uniquement le logiciel ou c'est des conseils également ou que le logiciel? Alors, HighWave 360 en fait, donc on le trouve où d'abord? Sur internet? Le site highwave360.com ou .com/fr pour ceux qui préfèrent parler en français évidemment. highwave360.com/fr. Alors on est un peu différent des autres éditeurs de logiciels dans le sens où on tente on propose une approche différenciante, celle que je viens d'évoquer, mais aussi par rapport aux autres éditeurs de logiciels, nous sommes des gens de marché, c'est-à-dire qu'on est capable de former des personnes avec nos propres ressources, on est aussi capable de faire du conseil avec nos propres ressources sans faire appel à des formateurs extérieurs ou ce genre de choses. Je suis moi-même cofondateur de cette société et mon expérience personnelle consiste à avoir en fait travaillé à la City et avoir terminé au bout de 10 ans en fait, d'expérience dans des salles de marché, des institutions financières professionnelles et j'ai conçu HighWave en fonction justement de cette vision que j'ai pu observer des investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels partagent un scénario et en fait c'est ce qui produit, ce partage de scénario, ce qui produit des mouvements principaux. Et j'essaye de retranscrire avec ce logiciel, à travers des outils graphiques et quantitatifs, cette manière de faire. Alors, on peut l'essayer gratuitement, hein. Je vois que try it for free, et d'ailleurs, je pense qu'on peut l'avoir en français aussi. Oui, alors tu vas dans l'onglet de droite. Français, voilà. Donc un logiciel alternatif. Vous êtes à Londres, je pense. Non, on est essentiellement en France pour le moment. En France, d'accord, en France, un peu à Londres, enfin vous direz. Et alors, et ça coûte combien? Alors le logiciel en fait il coûte entre 40 et 70 € selon les flux de données que l'on prend par mois.
sachant que dans ce logiciel, une fois que vous avez pris le logiciel, tous les outils sont à disposition. Il n'y a pas des add-ons, on va vous dire, tiens, pour avoir ça en plus, chaque mois, il faut payer 50 €, 100 €. Une fois qu'on s'est acquitté en fait du logiciel et d'un flux qui nous intéresse, ou d'un certain nombre de flux, il n'y aura pas d'autres coûts associés au logiciel. Voilà, on donne le meilleur dans un logiciel et il n'y a pas de petites options, de petits outils supplémentaires qui coûtent davantage. Nos utilisateurs s'assurent que par mois, ils payent tant et pas plus, et ils obtiennent tout le meilleur de nous-mêmes. D'accord, ça existe depuis combien de temps? Alors, personnellement, donc, je suis rentré de la City je fais des réponses un peu pédagogiques, hein, c'est peut-être des formations un petit peu parfois d'universitaire. Je suis rentré de la City en 2007. J'ai prolongé moi-même par une expérience de trading. Et j'ai considéré moi-même qu'il me manquait en fait dans les logiciels existants un bras, voire presque les deux. Donc j'ai rencontré une autre personne avec laquelle je me suis associé, avec laquelle on a commencé à développer des bribes de logiciels. Et on s'est décidé finalement à en faire un vrai logiciel complet d'aide à la décision. Et pour ce faire, en fait, pour répondre à ta question, nous avons commencé cette aventure en 2011. Il y a eu 2 ans de développement. Et à partir de 2013, on a commencé à commercialiser ce logiciel. Et très prochainement, c'est-à-dire dans quelques jours, en début de mois d'octobre, sortira de ce logiciel une version 2.0 qui sera plus rapide, plus ergonomique, avec des fonctionnalités enrichies. Et moins cher encore. Vous savez, les coûts n'ont pas tendance à diminuer. Hein. Voilà, on est un peu en crise, donc on aime bien les bonus, etc. Alors, en termes de bonus, il y aura un essai gratuit, donc peut-être pas. Alors ouais, en fait, on ne fait pas forcément de bonus. En revanche, on alloue plus de services. Par exemple, tous nos clients qui sont accès au logiciel ont droit, en fait, effectivement, à suivre mes webinaires sur lesquels je fais des points de marché, dans lesquels je leur donne des lignes de conduite et j'essaie de transcrire justement ce que je vois des marchés à travers ce logiciel. Et ce qui est à forte valeur ajoutée pour certains qui sont parfois un peu perdus dans ce monde violent de la finance de marché. D'accord. Ok David, donc David Furcage, on le connaît un peu mieux, on va voir ce qu'il va nous dire sur l'or et sur le Brent. Alors, j'ai aussi convié Philippe Ken. Alors Philippe Ken, vous le connaissez depuis longtemps, il écrit beaucoup de livres, on l'a eu interviewé tout à l'heure, rappelle un petit peu ce que tu fais, etc. C'est un des pères fondateurs de l'analyse technique en France, qui a permis à l'analyse technique de s'implanter. Par contre, il ne sait pas se servir d'un micro. Il est bon en analyse technique, mais moins bon en micro. Et alors, et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Rappelle un peu rapidement, et ton site également. Bon, allez, on est parti pour la pub. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ATDMF, c'est Analyse technique dynamique des marchés financiers. Donc, je suis spécialisé dans l'analyse de l'ensemble des marchés financiers. Et donc, je fais surtout des formations d'analyse technique pour les novices, les néophytes, et d'autres formations ensuite pour faire du trading, donc des opérations qui durent entre 10 minutes et 1 heure, et des opérations de scalping qui durent entre 3 minutes et 10 minutes. L'intérêt de la TDMF, c'est quoi? C'est de se différencier de l'analyse technique classique en faisant une anticipation sur le comportement des indicateurs techniques et surtout en accordant une très grande importance à la volatilité. Effectivement, on peut dire que les mouvements de hausse ou de baisse sur les actifs financiers sont liés au potentiel de hausse de la volatilité. Alors, j'ai un site qui s'appelle Analyse, voilà, qui est à l'écran. Analyse-technique-atdmf.fr. Vous faites un TDMF de toute façon dans Google, vous trouvez facilement. Voilà. Et donc, la semaine dernière, en préparation de l'événement d'aujourd'hui, j'avais présenté une analyse sur l'or. Donc, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est. Mais au moins, voilà. On va surtout être intéressé de voir si cette analyse de la volatilité, de la variation de la volatilité, ça marche ou pas. Est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des diffère de ce qu'on pense nous-mêmes, etc. Ça serait intéressant de compléter. Et alors, bon, on va tout de suite rentrer. Moi, je me présente, vous me connaissez, André Malpel, je suis responsable du salon, etc. Je suis dans les marchés depuis 1987, à la criée, runner, flasher, commis, à la criée,
boxman, opérateur, trader, stratégiste pour l'ensemble des salles, des marchés, des salles de taux pour Mescar Conseil, Banque d'Orsay, création de ma société de conseil liste Long Intermediate and Short Term Trading uniquement sur les marchés de futurs en 1996, des séminaires entre 1996 et 2002, j'ai formé beaucoup de gens, j'ai pas formé Philippe parce qu'il était, il était avant moi, donc, mais je me suis inspiré de ses livres sur Elliott à l'époque. Maintenant il a un peu changé de crèmerie, donc maintenant il est sur la TDMF. Mais à l'époque, ces livres sur Elliott a été un des premiers livres que j'ai lus sur les vagues d'Elliott, avec celui de Prechter. C'est les principaux d'ailleurs. Et puis en 2000, j'ai créé le salon ASTECI que vous connaissez à l'Espace Cardin, il y a 20 ans. En 2005, on a créé le salon du trading. Il n'y en a pas eu en 2006, il y en a et ensuite en 2007, donc c'est pour ça que c'est la 9e édition. Là récemment, le Friday Forex en 2013, et qui a eu lieu en mai 2013 et en juin 2014. Je tire mes sources, mes revenus, non pas de l'événementiel, qui me prend beaucoup de temps. Là par exemple, on ne gagne rien, je peux vous le dire, rien du tout, même des fois on perd un petit peu actuellement avec la crise. Je gagne mon argent avec le conseil, je conseille une cinquantaine d'institutionnels français sur les marchés de futurs uniquement, et puis je fais du trading pour compte propre uniquement sur le CAC 40 futur et le Bund, principalement de temps en temps d'autres marchés, mais c'est très rare. Voilà à peu près. Et puis je fais aussi des séminaires, je suis aussi professeur à Dauphine d'analyse technique, et puis qu'est-ce que je fais encore? Voilà, donc vous connaissez un peu. Tout ça c'était pour ramener, etc. Et puis je vais peut-être lancer un site de formation, pour faire des séminaires, relancer mes séminaires et faire de l'analyse, mais ça on verra. J'ai aussi lancé un logiciel qui s'appelle Malpen Charts, mais qui n'arrive pas à ses fins. Alors on va tout de suite rentrer, donc vous êtes là pour savoir ce qu'on pense, on va y arriver. Ils parlent beaucoup là, les trois, alors et surtout moi. Donc on va essayer de savoir un peu ce qu'on pense de l'or. On va commencer par l'or. Plus simplement, David, on va commencer par toi sur l'or si tu veux. Et que penses-tu de l'or précisément? Alors je vais mettre tout de suite ton graphique à l'écran. C'est le graphique sur le Brent, donc il faut descendre. Donc là c'est le graphique sur le Brent, donc j'imagine qu'il faut passer voilà, on va se passer en dessous. On va commencer par celui-là. Bon, je vous avais dit tout à l'heure que dans la manière dont on entrevoit les marchés, on pouvait arriver à ce genre de choses, mais ce qui est intéressant, en tout cas c'est une autre manière de faire, c'est qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui produit ces mouvements, effectivement, sont-ils robustes ou non. Sur ce graphique, vous pouvez observer, enfin là je passe dans ce qu'ils appellent la technique dite classique, et c'est pas grand-chose, j'ai mis deux supports, un segment, etc. Me concernant, j'utilise très peu d'outils classiques de l'analyse technique. Ma seule grille de lecture consiste à savoir ce qui se passe en amont. Et on va y venir un peu plus tard. Est-ce que je dois tout dire maintenant ou je dois dire une partie? On discutera, on peut s'opposer, si tu as des remarques. Ok, parce qu'il y a d'autres slides un petit peu en dessous. Ah oui, je peux te voilà, alors pas tout de suite. Donc sur ce graphique, on voit une chose classique. L'or évolue sur un segment, après avoir assez flirté avec des nouveaux sommets historiques. Mais finalement, on a une figure, une jambe de baisse, ici une zone de consolidation, étant donné qu'il s'agit d'un triangle descendant, qui peut donner lieu à une sortie par le bas. Ça c'est un premier élément. On est en train d'observer, en ce moment en tout cas, que l'or converge vers 1190, qui est un niveau en fait clé sur l'or. Bon, il s'agit de zones, ça peut être 1180, 1190, peu importe. Voilà, on peut passer au slide suivant. Si on traduit ça par des indicateurs qui sont à la mode aussi, on peut aussi regarder, même si c'est pas à nouveau mon sujet. Là, par exemple, je vous montre l'or avec Ishimoku. Je vous remonte à nouveau cette petite segment de tendance. Là, c'est l'or en fréquence donc journalière, en fréquence hebdomadaire. On observe, par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure, le fait que l'or converge depuis l'été vers 1190. On observe la chose suivante, c'est qu'ici, il y a une forte bougie rouge ici. On se situe vers mi-juillet. Et finalement, il y a une rupture ici de la Kijun, pour ceux qui s'y connaissent sur la partie Ishimoku, qui signifie quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'Ishimoku, c'est pas le sujet. Et dans le même moment ici, vous voyez que la lagging span a elle aussi hésité sur la Kijun avant de passer plus bas. Donc ici, en fait... Juste, je t'arrête justement, Ishimoku. Moi, je ne suis pas Ishimoku, je ne suis pas un fan, hein, je le dis tout de suite. Donc ça m'intéresse quand même que tu...
gratte un peu, un peu plus de précision. Ça paraît assez complexe et redonner des notions qu'on a par ailleurs avec d'autres techniques d'analyse technique. Est-ce que toi tu en tires vraiment un intérêt? Alors, ce que j'essaie de retranscrire ici, je sais qu'en ce moment, on va dire que Ishimoku est à la mode. Beaucoup de personnes en parlent, l'utilisent. Il faut savoir qu'Ishimoku est bien plus ancien qu'aujourd'hui. Hein. Il a été développé au Japon et les Japonais l'utilisent beaucoup. L'intérêt d'Ishimoku, par exemple, c'est que quand on utilise un indicateur qui est vraiment beaucoup utilisé, bah forcément, ça renforce l'effet autoréalisateur. Quand on sait qu'il y a toute une batterie de Japonais qui utilisent Ishimoku, ça peut être intéressant justement de voir le comportement du yen. Sauf que là, on va rentrer dans un autre débat, c'est l'aspect autoréalisateur d'analyse technique sur lequel moi je suis très dubitatif. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autoréalisation, self-processing, mais c'est pas ça l'analyse technique personnellement. Mais tu as le droit d'avoir ces visions. Là, par exemple, qu'est-ce que ça t'apporte de plus le Ishimoku? On voit que ça chute, hein, et forcément, c'est relativement baissier, et ça vient buter sur le support. Qu'est-ce que précisément ça t'a apporté? Alors évidemment, on voit le nuage au-dessus qui a bloqué un peu la reprise. Essaye d'appuyer sur l'analyse technique du Ishimoku, qui permettra de mieux comprendre ce que tu veux dire. Donc Ishimoku est un indicateur qui est composé en fait de 5 courbes. Je vais aller vite parce que c'est pas le sujet complet. Hein. La lagging span, qui n'est autre que le dernier cours observé moins 26 périodes en arrière, elle a pour fonction en fait de nous relier au passé et justement de transcrire la mémoire du marché. On a ici la Kijun qui est le calcul d'un point moyen, la courbe verte ici foncée. On a aussi le nuage qui est composé de la SSB qui est un point moyen sur 52 périodes. C'est pas une moyenne, c'est un point moyen, donc on prend les plus hauts et les plus bas et sur un certain nombre de périodes qu'on divise par 2. Dans ce système-là, donc la SSB qui est une courbe qui représente un point moyen sur 52 périodes est extrêmement importante puisque c'est la partie longue en fait du système. Ce système en fait lie en fait le présent, la mémoire du marché et le futur du marché en fait. Donc c'est un indicateur qui a un peu cette fonction de lier les différents temps les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il donne une idée de la tendance. Globalement ici, le marché se situe à la fois sous la Kijun et sous le nuage, selon Ishimoku. Après, il faut corroborer par d'autres horizons de temps. La tendance est baissière. Il indique aussi sur les futurs supports ou résistances que le marché pourrait trouver. Par exemple, si le marché se reprenait, il pourrait buter ici sur la SSB, qui est la courbe la plus importante dans le système Ishimoku. Oui, pardon, la résistance. Voilà. Oui. Pardon. Ah, comme ça? Voilà, donc j'aime bien voir moi aussi, hein, j'en profite. Donc ça m'intéresse, et donc comme ça je vois mieux ce que tu dis. Ouais, ça donne des résistances, des niveaux de résistance. Voilà. Tout ce qui est horizontal en Ishimoku peut constituer des supports et des résistances. Le fait que le marché évolue sous un équilibre qui est sous ce gros nuage ici, signifie en fait que le marché, enfin en tout cas quand on était là, évoluait sous un gros nuage d'indétermination et qui forcément l'a empêché là d'aller vers le haut. Voilà. Ça c'était en quelques mots, mais c'est pas vraiment l'essentiel de mon propos. Il y a plein de choses qui sont écrites sur Ishimoku. Je voulais simplement transcrire un graphique classique par quelque chose qui est en ce moment à la mode, à savoir Ishimoku. Ce qui est plus intéressant de mon point de vue, c'est ce que je vais dire par la suite sur d'autres graphiques. Oui, s'il te plaît. Alors, ce graphique, oui, ça c'est bien. Ce graphique permet de comparer l'évolution relative, enfin l'évolution absolue, pardon, des différents métaux précieux. J'ai voulu sortir le gold de son contexte et me poser la question de savoir, est-ce que l'or est en train de converger vers 1190 tout seul, ou bien est-ce le fait d'un phénomène de marché majeur, et est-ce qu'il est en train de tirer d'autres métaux précieux vers le bas, ou est-ce que c'est un contexte général? Sur ce graphique, vous pouvez observer par exemple que cette courbe bleue, le palladium, qui fait partie des 4 métaux précieux, il y a donc le palladium en violet, le platinium en gris clair, le gold donc en jaune, et le silver en gris. Voilà. Donc, vous voyez que le palladium a possédé un degré de surperformance par rapport à l'or, et c'est vrai que là, où la plupart d'entre nous, nous focalisons sur l'or parce qu'on le connaît bien, certains ont des petites pièces, des petits lingots par-ci par-là, et bien en fait, à un autre moment, si on regardait ce graphique comme ça, plutôt que de se focaliser en tout cas à l'achat sur l'or, est-ce que l'or va baisser, monter,
Il y a une courbe ici qui est extrêmement surperformante, qui peut être répliquée par exemple par l'achat d'un tracker, tel que le palladium. Le palladium a été extrêmement intéressant pendant toute une période où l'or finalement a stagné. Donc le palladium surperformait l'or. Voilà. Donc mon raisonnement consiste non pas à regarder l'or tout seul, mais le placer dans un contexte pour in fine me poser la question, est-ce que l'or c'est intéressant ou c'est pas intéressant? Il semblait que pendant toute une période c'est pas du tout intéressant si on s'intéresse aux métaux précieux. Ce qui était intéressant c'est lui. Voilà. Autre chose encore, on voit que le gold, lui, est en train de réaliser un mouvement correctif. Le palladium, qui est extrêmement surperformant, lui aussi, est en train de corriger. Le silver corrige aussi. Sous-entendu, ce n'est pas que l'or qui corrige, ce sont l'ensemble des métaux précieux qui corrigent. Donc ça permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur l'or quand on le regarde, lui et pas d'autres. Voilà, donc ça c'est très important. On peut passer maintenant au slide suivant. J'ai une question justement. Bon, je comprends très bien son analyse. Bon, ce qui est intéressant, parce que je vois que le palladium s'est retourné bien après les autres. Tous se retournent à la baisse, techniquement tous font l'impression de corriger. Mais le palladium beaucoup plus tardivement que les autres. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en tires comme conséquence? Parce que j'ai bien compris, mais ton analyse elle se fait a posteriori. Donc par exemple tu me dis, là, le palladium, il fallait pas acheter de l'or, il fallait pas rechercher de l'or, mais tu le sais maintenant. Mais à l'époque, est-ce qu'on pouvait le voir? Alors, bon, prenons direction, discuter, mais regardez, là on était comme ci, on était comme ça, c'est plus difficile. Aujourd'hui, tu en tires quelles conséquences? Faut rester sur le palladium éventuellement? Ou faut se positionner sur l'or ou quoi? Vas-y. Alors, bonne question. C'est une analyse a posteriori, mais ma manière de penser les métaux précieux, donc aujourd'hui c'est comme ça, donc évidemment je décris ce que je vois, mais mon scénario, mon avis sur les métaux précieux a commencé à se modifier à partir de juillet, et c'est là on peut passer au chart suivant. Ce chart est extrêmement parlant. Voilà le genre de choses qu'on propose chez iWeb, d'une manière graphique ou alors quantitative pour ceux qui m'ont suivi sur le Forex et autres, mais c'est la clé en fait de ce qui se passe sur les matières premières. La courbe rouge, ici, décrit l'évolution des taux d'intérêt courts aux États-Unis. Quand on place cette courbe des taux d'intérêt aux États-Unis et qu'on la corrobore aux métaux précieux, je rappelle aussi que sur ce graphique, c'est non seulement cette courbe rouge qui traduit l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis, mais l'ensemble des autres courbes, à savoir l'or, le palladium, etc., est comparé au dollar américain. D'accord? Donc l'ensemble de ces courbes sont calculées relativement au dollar américain. Ce qu'on voit ici, c'est à partir d'un certain moment, et c'est pour répondre précisément à ta question André, ici, vous pouvez observer qu'à partir d'un certain moment, les taux américains, dans leur manière de progresser, commencent à déformer le scénario macro. Les taux américains, à partir de juin-juillet, commencent à être fortement surperformants. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, quand on passe dans cette phase, l'ensemble, là on parle du Brent et des métaux précieux, commence à entrer dans une phase qui est plutôt déprimée. Le palladium, certes, avec un temps de retard, mais il était en même temps le plus fort parmi tous ces métaux précieux. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où les taux courts ont commencé à progresser aux États-Unis, sous-entendu, et je vous rappelle pour ceux qui m'ont suivi sur la conférence FX ou la conférence Action, je vous rappelle qu'il faut comprendre les enjeux majeurs des marchés financiers. L'enjeu majeur de cet été, qu'il ne fallait absolument pas rater, c'est un petit degré supplémentaire de changement de ton de la Fed, avec des deadlines sur une possible sortie du quantitative easing plutôt que prévue. Une fois qu'on sait ça, les taux d'intérêt court terme commencent à se tendre, à progresser et aspirent les capitaux vers le dollar américain. Si le dollar américain progresse, alors mécaniquement on dirait en termes probabilistes, il y a quand même une forte corrélation le plus souvent, en tout cas c'est le cas ici. La corrélation habituelle, c'est le or et dollar, et avec l'aspect valeur refuge. Tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a pas de corrélation économique quand même. Il n'y a pas de corrélation économique qui fait que le dollar montant ou progressant, et donc les taux d'intérêt progressant, donc il faut monter le dollar, favorise une baisse des commodities. Mais c'est cet rapport de valeur refuge qui fait que dollar. Mais je l'avais dit déjà au Friday Forex, effectivement. Donc c'est intéressant de voir effectivement cette décorrélation, enfin cette opposition des matières. Voilà, c'est ça. Alors, on peut trouver un ordre économique à tout cela, étant donné que la principale matière première sont libellées en or, en dollars. Lorsque le dollar progresse, certaines matières premières baissent. Ça, c'est un peu le lien, enfin, si on veut trouver un lien causal mécanique. Donc, en fait, ce changement de ton, et là, je vous recommande, pour tous ceux qui nous écoutent, pour comprendre ce qui se passe, les enjeux principaux sur les marchés financiers,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la crise de 2007, l'évolution des commentaires des banques centrales est l'enjeu majeur. Vous voulez comprendre ce qui se passe, écoutez les banquiers centraux, écoutez ce qu'ils disent, ou au moins lisez dans les informations, dans les flux Bloomberg ou Boursorama, peu importe, ce qui s'est dit. Parce que c'est ça qui modifie complètement le scénario. Et me concernant, mon avis s'est modifié concernant l'évolution de l'or, etc., etc. Compte tenu de ce que j'observe, si les taux d'intérêt courts progressent, qui traduisent d'ailleurs un changement de ton de la Fed, ça implique que ça va aspirer les flux financiers vers le dollar. Effectivement, si on regarde le dollar, il ne fait que progresser. Et si le dollar progresse, si la plupart des investisseurs se mettent à revenir sur le dollar, ils délaissent aussi autre chose nécessairement. On est dans le jeu de vase communicant. Sur les marchés financiers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si je retire de l'argent du gold pour acheter du dollar, forcément le gold diminue. Vous me suivez? Donc ce que j'essaie de transcrire ici, c'est que compte tenu de cette progression, maintenant cette courbe rouge ici qui représente les taux d'intérêt courts aux États-Unis est en tendance haussière, cela signifie que pour moi, il y a de la place pour davantage de baisse sur l'or. L'or est passé vraiment d'une situation d'indétermination, comme je vous l'ai montré dans cette zone de conciliation. Je pense qu'il va rompre les 1190 et aller plus bas. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à d'autres. Essaye de finir. Tu en avais beaucoup de graphiques sur l'or ou pas? Alors, ça c'est pour la partie or, je crois. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Ah, pour le Brent, on reviendra. Non. Pour Brent, on reviendra. Et pour l'or, c'est à peu près tout. Parce que, donc, graphiquement, tu vois donc aller plus bas. Alors, compte tenu de ce que l'on observe, je vous rappelle que mon idée sur ce graphique ne vient pas de ce graphique lui-même, mais de ce qui se passe en amont et de la manière dont les classes d'actifs évoluent les unes vis-à-vis des autres. Et tout ceci dépend, effectivement, en ce moment, est très très dépendant des discours des banquiers centraux. Compte tenu de ce qu'on observe, sortie de quantitative easing de la Fed, avec des deadlines, le marché anticipe de plus en plus tôt une progression des taux. Si les taux américains progressent, alors je place mon argent en dollars et je le retire forcément d'ailleurs, à savoir notamment de valeurs refuges telles que l'or et d'autres métaux précieux. Donc pour répondre à ta question, si on est passé dans ce genre de rythme des marchés, d'une phase où la Fed on ne savait pas trop à maintenant c'est de plus en plus précis avec des anticipations de plus en plus précises, moi je vois l'or aller par là. Voilà. Donc pour moi j'anticipe une sortie maintenant pour passer à l'analyse technique des classiques, mais qui est ma vision à la fin, pas au début, ça je regarde à la fin en fait, hein, on a bien compris. À la fin, compte tenu de ce qui se passe sur les taux, sur la Fed, etc., etc., je vois une rupture de 1190 et le fait que le marché va converger vers un niveau autour de 1030, ce qui donne un potentiel par rapport au cours actuel de 18%. Ce qui me fait peur, c'est qu'on est un peu tous comme ça. J'aime pas qu'on soit tous d'accord. Parce que c'est pas que j'aime pas, pourquoi pas, mais je sens que cette vision des choses est un peu trop évidente.